Merci beaucoup, merci Karine. Une question avant même de commencer. Qui ne m'a pas entendu lever la main? Il y en a quand même quelques-uns. Ok, ça va, parce que sinon, au bout d'un moment, je me dis, mince, je vais lasser. Donc, effectivement, je suis arrivé il y a déjà maintenant 13 jours. On m'a demandé de prendre ce rôle d'ambassadeur de la Fête de la Science. Je ne sais pas si nous avons un rôle similaire, équivalent en métropole, mais je l'ai pris volontiers. Ça m'a l'air d'être un défi gentil. Et comme il y a un certain nombre de sujets qui m'intéressent, Karine vient de les mentionner, l'éducation plus l'IA, l'IA et la science, l'IA et le doctorat, l'IA et l'IA. D'accord. Enfin, il y a toute une série de sujets, mais selon effectivement le public que j'ai rencontré, des étudiants, des enseignants, des inspecteurs, des élèves, j'ai pu parler de toutes sortes de choses. Et pour moi, c'était effectivement très enrichissant. Donc, je rentre fatigué. J'ai aussi pu quand même profiter de l'île. J'ai eu la chance de pouvoir visiter, de voir des paysages exceptionnels, de me baigner, ça a été un grand plaisir aussi. On ne se baigne pas si facilement du côté de Nantes en ce moment. Donc j'ai un peu profité aussi, et donc ça a été tout à fait bien. Merci Karine, merci aussi aux Crésica et à Jean, je crois qu'il y a Soanil pas loin, Florent, je ne sais pas où ils sont, mais ils étaient en train je crois, de faire venir les gens de l'amphi vers ici. Donc merci d'avoir aussi aidé à organiser ce voyage. Donc là, en conclusion, parce que c'est un peu la conclusion, je vais essayer de boucler sur vraiment le cœur du sujet en ce moment, qui est le sujet de l'IA et l'éducation. Quels sont les impacts? Comment est-ce que ça s'est arrivé là-dedans? Pourquoi c'est arrivé là-dedans? Et finalement, est-ce qu'on a à ce stade des certitudes? Est-ce qu'on a à ce stade des choses qu'on sait, il va falloir faire des choses ou pas? Donc c'est un peu mes conclusions. Certains de ces slides ont été écrits avant de venir, et puis en fait, très honnêtement, ça fait 2-3 jours que je retravaille, parce que les rencontres que j'ai eues ici m'ont aussi permis de faire avancer mon discours. Je parle environ 45 minutes, peut-être un petit peu moins. A priori, on garde les questions pour la fin, mais si vraiment il y a un point obscur ou un point de controverse, vous pouvez tout à fait intervenir. Alors, rapidement, parce que c'est dire qui je suis, effectivement. Je suis titulaire d'une chaire UNESCO. Donc les chaires UNESCO, je crois qu'il y en a à peu près 1100 dans le monde. Et le but, c'est à l'UNESCO d'essayer de réfléchir à des sujets qui traitent de l'éducation, le E, la science, le S et le C pour la culture. Et ensuite de traiter un peu globalement sur un peu toute la planète pour qu'on échange entre nous. L'UNESCO est parfois vu comme un peu le think tank des Nations Unies. C'est-à-dire l'endroit où les idées se forment. Par exemple, les objectifs de développement durable vont naître à l'UNESCO. Et puis ensuite, c'est les Nations Unies qui vont le porter. Donc, dans ce contexte-là, j'ai la chance de pouvoir avoir une de ces chaires et travailler avec des gens, à la fois en France métropolitaine et puis un petit peu partout dans le monde, en particulier avec un réseau qui est indiqué ici et qui recouvre un petit peu la planète. Parce que tous ces sujets, les sujets de l'éducation et de l'IA, ils ne sont pas limités à un endroit, ils sont totalement globaux. On voit bien que l'IA, quand elle est arrivée absolument partout. Donc l'IA, la version rapide, 3 diapositives et juste 3 pour expliquer ce que c'est que l'IA. Je suis désolé pour les fans d'IA qui vont être déçus, qui auraient aimé savoir plus. Donc historique, c'est que c'est pas juste né il y a 3 ans avec ChatGPT. C'est né globalement, un des points de naissance, c'est les travaux d'un certain Alan Turing, qui était en même temps le créateur de l'informatique ou le concepteur des idées de l'informatique vers les années 30, et puis donc dans les années 40 et début des années 50, il va faire un programme en train de dire, c'est une machine intelligente, voici ce que ça devrait être. Et donc il réfléchit, une machine intelligente, c'est une machine qui apprend, c'est une machine qui quelque part, on lui donne l'intelligence d'un enfant pour qu'elle puisse petit à petit apprendre des échanges avec son environnement pour pouvoir devenir intelligente, c'est-à-dire pouvoir résoudre des problèmes complexes. C'était pas du tout évident. À l'époque, en 1950, les machines, les ordinateurs occupaient la taille d'une pièce entière et n'étaient absolument pas capables de faire tout ce qu'on faisait là. Donc en fait, c'était un espèce de génie qui a réfléchi, qui avait déjà programmé à l'avance ce qui allait se passer.
Donc lui, il ne va pas utiliser le terme intelligence artificielle, il va utiliser machine intelligence, l'intelligence de la machine. Le terme intelligence artificielle arrivera plutôt aux États-Unis vers 1955 par John McCarthy et toute une série de jeunes Américains qui vont réfléchir à finalement qu'est-ce qu'on va demander aux machines qui jusque-là étaient utiles pour faire des calculs de balistique, pour faire des calculs financiers. Est-ce qu'on peut leur demander de faire autre chose, de faire des choses qui ressembleraient à notre intelligence? Et de là, ça démarre, ça part. Il y a toute une série d'années qui vont aller depuis ces années 50, les années 60, les années 70, 80, 90, et où ça avance petit à petit. Et il y a parfois ça avance et même ça recule, parce que ça fait rêver cette idée d'intelligence artificielle. Donc ça recule, on parle d'hiver de l'IA, c'est-à-dire les moments où les bailleurs de fonds, les gens qui financent, se disent on va arrêter de financer parce que finalement ça marche pas du tout. Donc il y a 2 hivers de l'IA. Et d'ailleurs, au redémarrage de l'IA dans les années 2010-2015, les gens étaient persuadés que ça allait être juste une bulle et que ça allait re-exploser une autre fois. Mais en fait, c'est pas ce qui va se passer. Vers 2010, d'accord, là je l'indique comme date, il y a un phénomène qui s'appelle le deep learning, l'apprentissage profond. C'est-à-dire que les machines vont pour la première fois réussir à résoudre des problèmes mieux que nous, les humains. C'est vrai qu'il y avait déjà eu les échecs vers 1997, mais les échecs, même si c'est horriblement difficile, et c'est tout un challenge d'être meilleur que l'homme à la machine, que l'homme aux échecs, malgré tout, ça reste restreint, quoi. C'est une tâche avec des règles, et puis finalement, il n'y a pas de langage là-dedans, il n'y a pas besoin d'autre chose que des règles et d'une certaine combinatoire du jeu d'échecs. Mais par contre, à partir des années 2010, la machine est capable de résoudre des problèmes qui sont des problèmes assez humains, comme ceux de la vision. C'est-à-dire de voir une image de cet amphi et de répondre à des questions, comme par exemple, il y a tant d'hommes, tant de femmes, d'accord ? Et puis voilà comment ils sont habillés, et puis de décrire les scènes, de pouvoir parler de ce qui est en train de se passer. Et là, il y a un saut qualitatif absolument énorme. Jusque-là, en fait, une image, c'était juste une collection de pixels, d'accord ? C'est-à-dire c'est les petits pixels et puis rien d'autre. On n'était pas capable d'en tirer autre chose. Mais soudainement, l'œil de la machine est capable de rivaliser avec l'œil humain. Et très vite, la voix de la machine est capable de rivaliser avec la voix humaine. Autrement dit, la machine est capable de lire et écrire, de parler. D'accord ? Donc on commence à avoir des agents conversationnels, même s'il n'y a pas encore cette fameuse intelligence qui va apparaître, elle, à partir de 2022, c'est-à-dire novembre 2022, on n'en est même pas à 3 ans, au moment où ChatGPT fait son apparition. Alors il y avait d'autres équipes qui étaient en préparation, qui cherchaient déjà des solutions, mais ChatGPT arrive et puis bouscule tout. Je crois qu'en 1 mois et demi, il y a eu 100 millions de personnes qui se sont inscrits pour le tester. D'ailleurs, c'est juste arrivé à une déferlante. C'est-à-dire aucun autre produit n'avait jamais été lancé avec un tel succès. Donc l'historique, c'est ça. Donc on garde en tête à ce stade-là que, en fait, l'IA, c'est une suite d'événements depuis les années 1950 essentiellement, mais avec effectivement cette explosion sur la fin avec ChatGPT. Alors on va utiliser le mot ChatGPT parce que c'est un peu comme quand on utilise frigidaire à la place de réfrigérateur, c'est-à-dire que c'est le premier arrivé dont on se rappellera. Le terme officiel à l'éducation nationale, c'est agent conversationnel, et un autre mot que vous avez entendu, c'est une IA générative. Mais tout ça, ça recouvre en fait la même réalité. Alors, deuxième chose à retenir sur ces questions d'IA générative, ou d'IA générative, c'est que c'est un enjeu financier énorme. Et la principale raison qui explique les progrès constants de l'IA, c'est juste la quantité d'investissements qui sont sur la table. Donc j'ai mis ce chiffre, j'aurais pu en mettre d'autres. Par exemple, j'ai d'autres chiffres qui montrent que les hommes les plus riches de la planète sont tous des hommes qui contrôlent l'IA. Donc il y a vraiment un impact financier absolument colossal. C'est aussi pour ça que penser que ça va se ralentir, c'est probablement pas une bonne idée. C'est-à-dire que les gens qui sont en train d'investir dans l'IA ont juste énormément d'argent. Vous les connaissez, c'est ceux dont on parle tout le temps. Donc ils ont énormément d'argent, ils vont continuer à investir là-dedans, et ça fausse la perception. C'est-à-dire que par rapport à d'autres thèmes, typiquement on est dans une université, des thèmes de recherche, l'IA est à peu près le seul thème de recherche dans lequel la bonne recherche ne se fait plus à l'université.
D'accord ? La bonne recherche en IA se fait chez les géants, chez Amazon, chez Google, chez Facebook, chez OpenAI, donc dans les géants de l'Internet ou les géants de la tech. Donc il y a un côté, voilà, c'est un tout petit peu faussé, et donc il faut bien qu'on comprenne ça pour se dire, est-ce que ça va trop vite, est-ce qu'on peut ralentir ? Non, on peut pas ralentir. La vitesse n'est pas imprimée par les acteurs politiques, par les décideurs démocratiques. La vitesse est imprimée par, effectivement, l'industrie. Troisième chose que je voudrais qu'on retienne de l'IA, c'est que en fait, les IA génératives dont on parle sont des choses extrêmement simples. Enfin, simple. L'idée est extrêmement simple. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir trouver le prochain mot de la phrase. Si je dis le petit, d'accord, on peut imaginer garçon, lapin. D'accord, il y a plusieurs candidats possibles. Et ces mots qui vont arriver, en fait, il s'agit de deviner quel est le prochain mot. Alors en fait, on ne va pas deviner exactement le prochain mot. On se doute que garçon et lapin, tous les deux, sont probables, mais peut-être que garçon est plus probable que lapin. Et peut-être ça dépend de quoi on parle, ça dépend du contexte. Peut-être qu'on était en train de faire un conte de fées, et donc peut-être le lapin a une meilleure chance d'arriver. Donc, le but d'une IA générative, c'est de construire ce qu'on appelle une distribution de probabilité sur les prochains mots. D'accord ? C'est-à-dire, je dis, quelle est la probabilité pour tous les mots qui viennent ? Si je peux faire ça, si je peux deviner quel est le prochain mot, je peux ensuite deviner celui d'après, puis celui d'après, puis celui d'après. Donc, je vais deviner, mais je vais deviner juste avoir une distribution de probabilité. Quand j'ai une distribution de probabilité, je peux l'utiliser pour générer des phrases. Générer, c'est je lance un dé et puis en fonction de ce qui sort avec le dé, c'est tel mot qui sort ou tel autre. On n'est pas très loin de ce qui se passerait si vous preniez votre téléphone portable et quand votre téléphone portable, vous commencez à taper un SMS, il vous propose en bas 3 mots. D'accord ? Supposez que vous choisissez toujours de façon un peu aléatoire un des 3. D'accord ? Vous appuyez comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va vous générer des phrases. D'accord ? Simplement, la probabilité sera peut-être plus forte pour le mot du milieu et peut-être sur celui de gauche que celui de droite. C'est juste cette idée-là. Alors, ce qui est fascinant, c'est que cette technologie ou cette idée, qui est assez syntaxique, qui est assez sommaire, d'accord, qui est très difficile à réussir techniquement, soyons clairs, mais néanmoins qui n'est pas compliqué, vu qu'on l'avait déjà sur le téléphone portable et que simplement ChatGPT et les autres IA génératives le fait beaucoup mieux, cette idée aussi simple nous donne l'apparence de l'intelligence. C'est-à-dire que nous, quand on est face à une IA générative, quand on est face à ChatGPT, on a parfois, l'impression que c'est un être ou une entité intelligente qui est en train de parler avec nous. Moi, j'avoue que ça m'a toujours étonné. Quand la première fois, on m'a expliqué que cette entreprise appelée OpenAI était en train de mettre tout son argent juste pour résoudre ce problème-là, je dis, je comprends pas pourquoi ils dépensent tant d'argent pour ça. Je veux dire, en soi-même, c'est joli, ça va être intéressant pour le téléphone portable, mais en soi, je ne vois pas ce que ça résout. Et en fait, on le voit, en soi, ça résout. C'est-à-dire que ça nous donne cette impression de bluff, cette impression d'intelligence. Voilà, donc ça, c'est les 3 petites choses que je voulais raconter sur les IA. Alors, mes petites photos pour montrer que je me suis promené. L'IA et l'éducation, mon parcours calédonien. Donc, effectivement, Karine l'a dit, j'ai vraiment beaucoup rencontré de gens. J'ai rencontré des jeunes de 3 lycées. J'ai rencontré des étudiants ici, de Miage, ou des étudiants à l'IUT, des étudiants de l'INSPE. J'ai discuté avec des enseignants, des inspecteurs. J'ai discuté avec une chaire UNESCO, ou des gens de la chaire UNESCO, et des mathématiciens. Enfin, voilà, j'ai discuté avec plein de gens. Et donc, ça, c'était vraiment un grand plaisir. Et j'ai donné des conférences, dont, alors j'ai mis des petits points pour dire que le 13, j'en ai eu une ce matin sur un de mes sujets favoris, qui sont les ressources éducative libre, et l'autre ce soir. Et les sujets, il y en a plein. Donc je sais qu'il y a des vidéos et des choses qui ont été enregistrées. Donc si les gens veulent voir autre chose, ils pourront le trouver. Donc les liens entre l'IA et toutes sortes de sujets. Le jour de l'inauguration, c'était l'IA et la science qui m'intéressait. Est-ce que la science aujourd'hui est en train d'être transformée à cause de l'IA ? Et la réponse est oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne fait plus la science comme on le faisait hier. Est-ce que la recherche, donc la science et la recherche, c'est pas tout à fait la même chose. La science, la recherche, c'est le travail du chercheur. Est-ce que le travail du chercheur est en train d'être transformé ? Donc la réponse est oui aussi. Alors avec en particulier là-dedans des gens qui sont les doctorants, pour lesquels c'est encore plus le cas. C'est-à-dire le travail du doctorant est transformé à cause de l'IA.
J'ai parlé d'éducation ouverte et j'ai parlé tout simplement d'éducation, ce que je fais là. Et puis les étudiants, ce genre de sujet, ça les amusait moins. Donc j'ai parlé de l'IA et des jeux. On parlait d'échecs tout à l'heure. Il se trouve que les progrès de l'IA se mesurent beaucoup en fonction des jeux sur lesquels l'IA a commencé à battre les humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'IA a réussi à battre les humains sur un jeu considéré comme plus difficile, il y a eu un progrès qui a été fait. Voilà, ça c'était mon petit résumé calédonien. Alors, l'IA et l'éducation telles qu'on peut voir les choses aujourd'hui en 2025. Donc d'abord se dire que l'IA a besoin de l'éducation, mais l'éducation a besoin de l'IA. Donc l'éducation a besoin de l'IA, pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux planétaires. Je crois que l'UNESCO dit qu'il manquerait aujourd'hui 68 millions d'enseignants à l'échelle de la planète. Alors, de là à ce que certains soient tentés à se dire, très bien, on ne peut pas mettre des enseignants devant les élèves, mettons des IA devant les élèves. C'est une tentation, on peut répondre à la question, j'y répondrai tout à l'heure, de savoir si c'est raisonnable de mettre une IA devant les élèves ou pas. Mais au-delà de ça, quelque part, il y a nécessairement la place pour rajouter, le numérique pour pouvoir accompagner les enseignants, pour que peut-être les enseignants aient une tâche un petit peu plus simple. Et c'est en train de fonctionner un peu. C'est-à-dire, on commence à voir que des enseignants arrivent à faire leur travail d'enseignants, surtout quand ils sont des jeunes enseignants, mieux quand ils sont avec l'IA. Donc ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est en train de marcher. Bon, alors donc il y a des enjeux là-dessus. On sait aussi que l'individualisation est un chantier. On regrette toujours que l'enseignant il parle à 25 élèves, alors qu'il y a 25 élèves différents, et donc tenir un seul discours pour 25 élèves, c'est compliqué. Et l'IA, elle peut se décliner et proposer des exerciceurs, c'est-à-dire des exercices particuliers à chaque élève, proposer de la remédiation à chaque élève. Donc c'est vraiment des choses qui pourraient fonctionner. Je ne dis pas que c'est en train de fonctionner aujourd'hui, mais c'est clair que c'est des choses sur lesquelles les gens travaillent. Et quand je dis les gens travaillent, c'est les entreprises, mais aussi au ministère, des cellules, les chercheurs travaillent aussi sur cette question. Donc deuxième raison pour laquelle l'IA et l'éducation sont un petit peu amis, c'est que l'éducation est un terrain de jeu pour les géants de la tech. J'ai parlé de jeu justement il y a 5 minutes. Quand on réfléchit à ce que c'est que l'éducation, on a du mal à trouver une bonne définition. D'ailleurs, c'est amusant, on voit que plus l'IA progresse et plus on est obligé nous-mêmes de réexaminer ce qu'on entend par intelligence. D'accord ? Donc notre notion même d'intelligence va bouger à partir de là. Mais des endroits où on retrouve l'idée d'intelligence, c'est dans les jeux. D'ailleurs, quand un enfant est bon, mettons, aux échecs, on dit « Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, ce petit !» D'ailleurs, ensuite, par contre, quand l'IA va battre les meilleurs joueurs du monde aux échecs, on se dit « Bon, finalement, c'est peut-être pas un critère pour savoir si on est intelligent ou pas. » Donc, les jeux, c'est un endroit sur lequel la tech, les gens qui font de l'IA, ont intérêt à s'investir pour travailler. Mais l'éducation en est un autre. Si on a envie de démontrer qu'on a une IA qui est meilleure que l'IA du voisin, on montre qu'on a des meilleurs résultats à des examens. Et depuis un moment, depuis à peu près 1 an et demi, on voit ça, on voit des benchmarks, c'est-à-dire des tables de résultats, des tableaux dans lesquels les IA se comparent, se mesurent les unes aux autres pour passer le concours d'entrée à Polytechnique, le concours d'entrée au barreau américain. Et il y a toute une série comme ça d'examens sur lesquels le progrès de l'IA se mesure en examens qu'on est capable de passer. Voilà, donc ça c'est un peu, c'est une des raisons pour lesquelles on va trouver que ce sujet de l'IA et de l'éducation est important. C'est aussi un marché, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'IA est un marché, mais l'IA et l'éducation est un marché à l'intérieur du marché. D'accord ? L'éducation est devenue un marché, enfin elle a toujours peut-être été un petit peu, mais c'est devenu clairement un marché pendant le Covid. Pendant le Covid, on a vu des géants de la tech arriver et proposer des solutions. Ça pouvait être des solutions pour faire des visioconférences, mais on a vu aussi des géants de la tech proposer des solutions pour gérer par l'IA les examens à distance. D'accord, où les élèves devaient avoir leur webcam allumée en permanence et puis quelque part on supposait qu'il y avait une IA qui surveillait la webcam et vérifiait si les yeux de l'élève partaient à gauche ou à droite. Bon, c'était pas terrible comme solution, mais c'était des moments où des solutions de ce type-là ont été envisagées et où toutes sortes de
gens qui savaient faire de la tech sont arrivés en train de dire mais nous avons des choses à raconter dans le monde de l'éducation. Et aujourd'hui, effectivement, l'éducation est vue comme un marché. Vous allez à des grandes conférences et les gens vont parler du business of education, donc du business de l'éducation. Et peut-être la vraie raison pour laquelle IA et éducation est devenu un grand sujet, c'est que les étudiants s'en sont totalement emparés. Et les premiers, c'est-à-dire que pendant que nous, adultes ou les ministères, c'est pas qu'ils tergiversaient, c'est que quelque part, il y a des vitesses à laquelle on peut aller. On peut pas aller plus vite que ça. On peut pas dire, tiens, c'est un super sujet, on va tout basculer, on va tous faire de l'IA. Par contre, l'élève, l'adolescent, le consommateur, d'accord, lui va s'emparer d'une technologie qui est assez facile finalement à récupérer. Il suffit de l'installer, on l'installe sur son téléphone portable, on se crée un compte et on est tout de suite en action. On n'a pas besoin de dire j'ai besoin de faire un stage pour apprendre à utiliser ChatGPT. On y arrive tout de suite. Donc les élèves s'en sont saisis. D'accord, ils s'en sont saisis et ils se sont mis à l'utiliser. Et cela très vite. Si ChatGPT est arrivé en novembre 2022, dès le mois de janvier 2023, il y avait des signaux d'alarme qui étaient tirés par toutes sortes d'acteurs de l'éducation, en particulier, bien sûr, sur la question des examens, sur la question des évaluations, parce que pendant qu'on essayait de réfléchir à est-ce que c'était bien, pas bien, les élèves, eux, ils étaient partis et très vite, ils avaient découvert qu'on pouvait faire des choses avec. Alors, ils pouvaient faire des choses qui étaient du genre je peux m'en servir pour, entre guillemets, pour tricher mes examens. Mais en fait, quand on commence à examiner, ils s'en servaient pour faire plein d'autres choses, y compris des choses tout à fait intéressantes. Donc nous, on a, à Nantes, on avait une étudiante qui s'est mise à regarder, donc ça c'est un des liens que je donne ici, s'est mise à regarder, à discuter avec les étudiants dès l'année 2024. Donc, et en discutant avec eux, elle s'est rendue compte que, et nous, à travers elle, que les usages étaient absolument géniaux. C'est-à-dire que les étudiants s'en servaient pour faire des répétiteurs. C'est-à-dire ils devaient engager dans des dialogues en anglais, par exemple, ils utilisaient l'IA pour rentrer dans un mode dialogue, pour être corrigés, pour pouvoir faire des choses. Quand ils ne comprenaient pas quelque chose, ils pouvaient demander à l'IA. Ils pouvaient dire, attends, je n'avais pas compris, le prof il a expliqué ça, mais j'ai absolument pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Avec en plus quelque chose qui revient tout le temps, c'est je peux redemander une deuxième fois, puis une troisième, parce que finalement, j'ai toujours pas compris, donc explique-moi autrement. Alors parfois, on va même jusqu'à dire, fais semblant que j'ai 10 ans et explique-moi comme si j'avais 10 ans. D'accord ? Mais sans aller jusque-là, on a la possibilité d'aller avoir plusieurs explications d'un même concept qu'on peut avoir en cours, qu'on peut ne pas avoir compris. Donc il y avait toutes sortes, on peut l'utiliser pour réviser, pour préparer un contrôle, c'est-à-dire pour dire donne-moi des exercices et puis voilà l'examen de l'année dernière, donne-moi des exercices qui ressemblent à celui-là pour que je puisse m'entraîner. Donc il y avait toute une série de scénarios qui étaient déjà pris en compte par des élèves pour pouvoir finalement faire leur métier d'élève sans que ce soit triché d'aucune façon. On voit d'autres exemples dans lesquels, alors ça, celui-là est important parce que même si là, je ne vais pas le détailler, mais je pense qu'il a son intérêt, cet exemple-là. C'était au Royaume-Uni, on posait la question aux élèves qui utilisaient ChatGPT, est-ce que ça marche pour apprendre ? Et ils répondaient, oui, j'ai des meilleures notes. D'accord ? Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, eux aussi, leur critère pour savoir si finalement ils apprennent, c'est de dire j'ai des meilleures notes, donc ça marche. Voilà, et donc, alors, ils ont des meilleures notes, pas nécessairement aux examens, ils avaient des meilleures notes parce qu'il y avait des contrôles à la maison et qu'au contrôle à la maison, effectivement, avec ChatGPT ou avec d'autres IA, les IA, avant ChatGPT, il y avait déjà des enjeux assez considérables avec les IA de traduction, avec Google Translate ou DeepL, où les profs de langue étaient en état de grande difficulté, on va dire, parce que leurs élèves, soudainement, sont devenus très très bons. Mais enfin, ils sont devenus très très bons parce qu'ils utilisaient ça et que là, encore une fois, ou déjà plutôt, il y avait un problème de profs qui avaient du mal à gérer cette situation-là. Troisième petit élément qui montre aussi que les étudiants s'en sont emparés, ça c'est une petite enquête qui avait été faite, là encore une fois, ça date de octobre 2023, donc c'est pas récent, mais je trouvais que c'était intéressant. Donc on demandait à des élèves qui utilisaient pour apprendre à la maison 2 modalités. Ils utilisaient ChatGPT, mais ils utilisaient aussi des cours particuliers. Et on leur demandait qu'est-ce qui marche mieux. Et la réponse c'est ChatGPT à 85%. Donc quand on discutera tout à l'heure de la question est-ce que l'IA peut remplacer les enseignants, il va falloir regarder ce petit détail-là.
Alors en fait, c'est pas un enseignant qu'on a hein, quand on est en train d'avoir un tuteur ou un répétiteur. C'est vraiment une personne sur une situation très particulière où il faut comprendre l'exercice de maths ou enfin un certain nombre de choses. Mais bon, là sur ces alors les deux arguments qui revenaient systématiquement de la part des élèves, c'était bienveillant. L'IA est bienveillante. Et puis, le deuxième argument, c'était bien sûr disponible. L'IA est disponible. Je peux demander à l'IA du genre dans la cour de récréation juste avant l'examen ou avant le contrôle. Bon, alors donc tout ça, ça entraîne que IA et éducation, c'est un gros sujet et sur lequel on commence à trouver plein d'écrits. Alors on va trouver à l'UNESCO ce qu'on appelle des référentiels de compétences. Donc l'UNESCO a commencé à écrire des documents pour dire voilà ce qu'un enseignant doit savoir, voilà ce qu'un élève doit savoir. Au ministère de l'Éducation nationale, le cadre d'usage qui commence à dire non pas voilà ce que l'enseignant doit savoir, mais plutôt voilà comment on recommande que l'enseignant puisse s'en servir. D'accord ? Donc, quels sont les usages recommandés et peut-être ceux qui ne sont pas recommandés. Et puis, il y a des projets, un petit peu en France métropolitaine, mais enfin, ils sont accessibles ici aussi. Un projet qui s'appelait AI 30, et donc je fais la pub pour le bouquin, pour former les enseignants. Et puis, d'autres projets qui démarrent en ce moment, toujours au ministère, pour essayer de former les enseignants à un truc qui va s'appeler la DL, la Data Literacy. C'est-à-dire que quand on pense ce que c'est que l'IA, tout à l'heure j'ai expliqué comment ça marchait, mais j'ai pas expliqué comment est-ce que le modèle était construit. Et le modèle est construit parce que on a ratissé des tonnes, à peu près tout ce qu'on a pu trouver comme data, comme texte, et donc il y a un apprentissage automatique à partir des textes. Donc finalement, en fait, l'IA, c'est la transformation des data en algorithme. D'accord ? Les datas qu'on va trouver, qu'on va ramasser, vont être transformées en algorithme. C'est-à-dire l'algorithme qui, lui, est capable de nous répondre à des questions ou de nous permettre de résoudre des tâches. Donc, il faut comprendre le phénomène data, c'est-à-dire d'où viennent les datas, comment elles fonctionnent, pourquoi est-ce qu'il y a des biais dans les données. Et ça va être des enjeux dans les années à venir. Ok, alors donc là, ça c'était un petit peu le panorama, d'accord ? Le panorama, c'est il y a un enjeu qui est croissant, les étudiants sont tous en train de s'en emparer, et bon, il y a des réactions. Alors, on peut en discuter après. Est-ce que ça va assez vite ou est-ce que ça va pas assez vite ? Dans les réunions que j'ai eues ces derniers temps, il y a toujours eu des gens pour dire soit ça va trop vite. D'accord, ça va très vite, soit au contraire, ça va beaucoup trop doucement et il faudrait aller beaucoup plus vite. Bon, en fait, en réalité, surtout dans l'éducation, on n'aime pas aller trop vite. D'ailleurs, c'est trop dangereux d'aller trop vite parce que, quelque part, c'est des phénomènes sur lesquels, quand vous changez la façon de former les élèves, les décisions que vous prenez aujourd'hui, vous risquez de n'en voir les conséquences que dans 5 ans, que dans 10 ans. Donc, il y a vraiment intérêt à savoir ce qu'on fait. Aujourd'hui, on subit un peu la pression de l'industrie qui dit si, faites confiance, on sait faire, nous. Laissez-nous faire, les enseignants, vous savez rien faire. D'accord ? Nous, on va s'en occuper, on va former les élèves. Mais en réalité, d'accord, on n'a pas de certitude, à part leur enthousiasme, d'accord, pour le faire, on n'a pas de certitude sur le fait que utiliser l'IA pour la formation, pour apprendre, ce soit quelque chose d'absolument génial qui va permettre dans 5 ans, dans 10 ans, d'avoir des gens qui vont être mieux préparés, qui vont être avec un enthousiasme, une envie d'apprendre, de continuer à progresser, qui correspondrait un petit peu à ce qu'on aimerait. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Quelles sont les rares certitudes ? Et là, la boule de cristal, c'est exactement l'image qu'il faut. Donc, la première certitude, c'est il n'y a pas de certitude. Donc, réellement, on me pose plein de fois la question, mais alors toi, qu'est-ce que tu proposerais ? Quels sont les métiers pour demain ? Si tu devais demander à des enfants de 12 ans sur quoi s'investir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, en tant qu'enseignant, je n'ai pas de certitude. Je vois une des choses que je note depuis typiquement 2022, c'est que tous les 6 mois, j'ai une surprise, bonne ou mauvaise. C'est-à-dire, ça va plus vite que ce que je prévoyais. Alors, ça va plus vite de 2 façons. Ça va plus vite technologiquement, c'est-à-dire que quelque part, par exemple, le ChatGPT 5 dont on a parlé ces derniers temps est réellement bien plus performant que le GPT-4. Certains ont fait la fine bouche en train de dire tout ça pour rien, alors que peut-être que... Non, en réalité, il y a vraiment des différences entre le 5 et le 4, comme il y avait d'énormes différences entre le 4 et le 3. Et puis, c'est pas que les IA des autres, des concurrents de Google, de Facebook, etc., sont eux aussi en train d'avancer à toute vitesse.
D'accord ? Donc, quelque part, ça avance très vite technologiquement, mais ça avance aussi très très vite sur les usages. C'est-à-dire des choses qui nous choquaient il y a un an, des comportements qu'on n'accepterait pas de la part des étudiants ou des élèves, sont devenus, pourquoi pas, on peut en discuter. D'accord ? C'est-à-dire c'est des choses, on sait que de toute façon ils vont l'utiliser, donc on est plus en train de dire, là où on pensait il y a un an ou deux qu'on pouvait juste l'interdire, d'accord, aujourd'hui il n'y a plus personne qui pense qu'on peut l'interdire. Donc on est plus en train de dire comment est-ce qu'on accompagne ça pour éviter que des mauvais usages soient en train de l'emporter sur les bons usages. Donc les usages, que ce soit chez les élèves ou que ce soit chez les adultes, sont en train de continuer à avancer et ils nous surprennent de tous les côtés. Allez, anecdotiquement, malgré le fait que je sois filmé, je lisais ce matin dans le Guardian les sites de rencontres dans lesquels les gens aujourd'hui utilisent l'IA pour aller rencontrer. Voilà, et donc c'était les stratégies et les choses qui étaient absolument hallucinantes, avec bien sûr les deux personnes qui discutent à travers des IA et puis ensuite se retrouvent au café. Ils sont un peu déçus quand même, d'accord ? Quand il faut effectivement se rendre compte qu'ils n'ont plus du tout la même qualité de conversation quand ils ont vraiment à parler. Bon, c'était anecdotique. Bon, donc il n'y a pas de certitude. Alors deuxième, c'est que ça va trop vite. Donc la réponse est oui, ça va trop vite, ça va vraiment très vite. Il y a les effets de surprise dont je parlais il y a 2 minutes. La relation au temps de l'IA est très très importante à regarder. Donc en éducation, on a l'habitude de se dire il faut une génération pour changer le système éducatif. Aujourd'hui, on a envie de changer le système éducatif en l'espace de quelques années. D'accord ? Ça ne va pas du tout à la même vitesse. Donc il y a une espèce de non-alignement entre les temps, entre le temps qu'on aimerait pour prendre notre temps, pour changer la façon d'éduquer, et puis le temps qui semble exigé, soit par l'industrie, soit par les politiques, soit parfois par les parents. Il y a un deuxième enjeu sur le temps qui, moi, me semble important. Et alors là, celui-là, j'ai eu beaucoup d'ateliers avec les jeunes ici, et ça revenait systématiquement. Celui-là est fabuleux. C'est que l'argument numéro 1 pour utiliser l'IA, c'est pas que ça marche super bien, c'est que ça fait gagner du temps. Et il y a tout le monde qui va dire ça va faire gagner du temps. Alors bon, bien sûr, un cadre qui a énormément de travail, un homme politique ou une femme politique qui a beaucoup de choses à faire, ça se comprend. Un enfant de 12 ans qui dit ça me fait gagner du temps, ça fait un peu suspect quand même. D'accord, moi j'utilise l'IA parce que ça me fait gagner du temps. Alors ensuite on continue la discussion et qu'est-ce que tu fais du temps que tu as gagné ? Et dans le meilleur des cas, ça me permet de lire des livres dans lesquels on dit continue à utiliser l'IA, ça me semble très bien. Mais malheureusement la réponse la plus logique c'est ça me permet d'aller sur TikTok. D'accord, et là c'est tout de suite un petit peu moins sympa. Voilà, donc il y a ce souci de gagner du temps qui est un petit peu imposé par la société, mais c'est devenu une vertu absolue. Réfléchissez, il y a 5 ans, c'était pas du tout l'enjeu majeur de chacun d'entre nous. C'était pas « il faut que j'ai un outil pour gagner du temps ». On n'était pas en train de dire, on se plaignait parce qu'on n'avait pas le temps, mais c'était pas la même chose. Aujourd'hui, c'est devenu la panacée absolue que de dire génial, j'ai trouvé un outil, j'ai trouvé quelque chose qui fait gagner du temps. Donc cette relation au temps, elle est vraiment importante. Et il y a quand même des dégâts derrière, parce que quand on apprend en gagnant du temps, en fait, on prend des raccourcis, c'est-à-dire on va directement à la solution. On ne va pas justement prendre toutes les fausses pistes, toutes ces pistes qui ne vont pas mener au bon résultat, mais vont nous permettre quand même de nous rendre compte que le résultat est bon. D'accord ? Et ça vaut pour d'autres métiers. Le métier de chercheur, par exemple, c'est la même chose. Les chercheurs, aujourd'hui, sont en train de dire « j'utilise l'IA parce que ça me fait gagner du temps ». Ça sert à quoi de gagner du temps ? Ça me permet d'écrire 10 articles au lieu de 2. Enfin, il y a un problème là-dedans. C'est-à-dire l'intérêt d'avoir des chercheurs qui produisent beaucoup plus d'articles scientifiques qu'avant, c'est très très discutable parce que bien entendu, en fait, on va se rentrer dans des voies un petit peu étroites. Voilà, donc on peut se demander quand même si la relation au temps n'est pas quelque part un enjeu important. Alors toujours dans mes certitudes, ou à peu près semi-certitudes, c'est que l'IA, au-delà d'être un agent qui transforme tout, est un révélateur. Vous savez, un révélateur que pour les vieilles les photographies argentiques. Donc en fait, l'IA, c'est un peu comme s'il s'introduisait dans les endroits où on avait des défaillances dans le système et en profite. Donc là, je donne quelques exemples. Le premier, c'est, on va souvent dire que l'IA est biaisée. D'ailleurs, l'IA est biaisée parce que l'IA va proposer des décisions qui sont biaisées.
Mais comme l'IA, en réalité, est une transformation, je l'ai dit avant, des data en algorithmes, ben les biais de l'IA sont souvent les biais des données. Autrement dit, les biais de la société. Et donc un exemple typique, c'était il y a quelques années, Amazon avait utilisé l'IA pour aider à écrémer les lettres de candidature et s'est vite rendu compte qu'ils étaient juste en train de sélectionner des hommes blancs. Donc c'était pas terrible. Donc quelque part, tout le monde a accusé l'IA d'être à la fois genrée et puis raciste. Alors ils se sont mis à gratter. Ils se sont rendus compte que si l'IA faisait ça, c'est que en fait la politique de l'entreprise était un peu celle-là jusque-là. D'accord, c'est-à-dire que quelque part, l'IA utilisait les données qui étaient les données de l'entreprise et on lui disait on aimerait que tu fasses aussi bien que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque nous sommes une entreprise prospère, donc on va utiliser ça. Alors, il y avait un deuxième biais qui était caché dans cet exemple-là, qui est un biais un peu plus vicieux, qui était qu'il s'agissait, il fallait dire à l'IA qu'est-ce qui était un bon recrutement. Et ils ont dit, finalement, un bon recrutement, c'est quelqu'un qui reste longtemps dans l'entreprise. D'ailleurs, une entreprise, un recrutement où on recrute quelqu'un qui s'en va assez vite, c'est moins bon que quelqu'un qui va rester. Et là aussi, on introduisait un biais parce que, pour différentes raisons, les hommes restaient plus longtemps dans l'entreprise que les femmes. Et donc, là aussi, on était en train d'introduire un biais pour que l'IA se mette à travailler là-dessus. Mais en fait, ce qui est intéressant dedans, c'est que en utilisant l'IA, on découvre les biais. C'est-à-dire que quelque part, il rend les biais visibles sur lesquels on peut éventuellement aller travailler. Le contrôle continu, qui était et qui est devenu quelque chose de très important pour le baccalauréat en particulier, dès que l'IA est arrivée, ça a mis le doigt sur le fait qu'on pouvait utiliser pour le contrôle continu noté à la maison l'IA. Et ça posait un problème. Et il y a eu quand même des gens pour dire, mais en fait, il faut bien se rendre compte que ça triche déjà énormément. Qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font, c'est papa-maman qui fait le contrôle continu à la place de l'adolescent, et beaucoup de baccalauréats qui ont été obtenus de cette façon-là. Donc en fait, alors ça a entraîné une histoire un petit peu amusante, mais enfin le fin mot de l'histoire, c'est que là-dessus, ça a obligé de reconsidérer cette question du contrôle continu, qui sinon on n'aurait pas été en train de reconsidérer. Je reparlerai tout à l'heure de l'éducation éphémère, c'est-à-dire que l'IA, en construisant dans l'éducation des systèmes qui visent finalement à passer l'examen de la semaine prochaine ou le contrôle de la semaine prochaine, rend l'éducation un peu éphémère. C'est-à-dire on se retrouve en train d'accélérer là aussi le temps de l'éducation, mais ça aussi, c'était déjà quelque chose qu'on avait. Et enfin, le quatrième sujet, c'est la recherche. J'ai parlé tout à l'heure de chercheurs qui en sont à produire 10, 20, 30 articles par an, mais c'était d'une certaine manière déjà le cas. On avait toute une pression du système pour produire de plus en plus. Mais l'IA est venue dire « Ah bon, vous avez besoin de produire ? Bon, très bien, je vais arriver et je vais vous aider à produire. » Voilà. Donc, dans tous ces cas de figure, l'IA agit non pas comme, comme un outil, comme un agent pour pouvoir faire des choses, mais comme un révélateur de problèmes qu'on avait déjà. Ok, autre remarque, l'IA est bipolaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'IA est bipolaire ? Et ça a été clair en discutant avec les jeunes depuis que je suis ici, mais avec les enseignants aussi, c'est qu'il y a des étudiants ou des élèves qui en profitent pour faire vraiment des trucs sympas, et d'autres qui sont en train de s'enfoncer à cause de l'IA. Et la différence, elle va un petit peu porter sur si on utilise l'IA comme outil ou comme agent. Alors, je vais essayer d'expliquer. En tant qu'outil, c'est juste un outil de plus, comme un correcteur orthographique, comme un outil pour faire du dessin, comme un outil pour faire de la recherche d'informations. Donc, c'est un outil plus qui nous permet effectivement, quand on l'utilise bien, de faire des trucs très, très sympathiques. En tant qu'agent, donc le mot-clé qui apparaît aujourd'hui dans les conversations IA, c'est agent ou agentivité. C'est un agent, c'est quelque chose qui vous remplace, c'est-à-dire qui fait à votre place quelque chose, auquel vous pouvez déléguer, d'accord, ou peut-être que vous ne déléguez pas, mais il le fait de toute façon, d'accord, que vous pouvez déléguer une tâche. Je ne sais pas si vous avez, quand vous utilisez l'IA régulièrement, il vous résout votre problème et puis il vous dit « voulez-vous que ?» D'accord, et il vous propose de continuer, de faire quelque chose de plus. D'accord, donc quelque part, c'est assez facile, c'est assez bien fait et ça va
d'une certaine manière, prendre le dessus, ça va prendre le contrôle de la conversation, l'IA, au sens de dire, je vous propose comme prochaine étape, ce serait peut-être de regarder cette question-là et vous dire, ah ouais, c'est une bonne idée ça. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que c'est plus du tout vos questions que l'IA est en train de résoudre, mais c'est les siennes et elles sont tout à fait raisonnables et vous vous y retrouvez parce que finalement, ça correspond quand même à des choses tout à fait intéressantes. Voilà, donc ce moment où on bascule entre une IA outil et une IA agent, malheureusement, c'est pas un interrupteur. D'accord ? C'est pas un moment où on va dire tiens, bah, ça y est, je l'utilise comme ça ou comme ça. Il y a un continuum, d'accord ? Et puis même quand on est entraîné, on va passer de l'un à l'autre en faisant pas très attention. Vous pouvez penser à d'autres exemples. Si vous n'êtes pas très utilisateur d'IA, vous avez les GPS. Quand on utilise un GPS, on peut l'utiliser juste pour regarder la carte, ou bien on peut l'utiliser à un point où finalement on n'a plus la moindre idée où on est, mais par contre le GPS nous dit qu'il reste encore 5 minutes pour arriver. D'accord ? Et donc dans un cas, c'est un outil qui me permet effectivement de calculer mon voyage, de savoir où je vais, et dans l'autre cas, le GPS a un peu pris le contrôle de comment je fais pour me déplacer. Donc en éducation, par contre, c'est vraiment très important. Alors, toujours dans mes remarques, la question clé, celle qui revient quand même, que ce soit ici ou quand je suis dans l'Hexagone, ça revient tout le temps. Est-ce que les IA peuvent remplacer les enseignants ? Donc je leur dis non, bien sûr, ils ne peuvent pas, sauf si... Alors, sauf si... Alors allons-y, allons voir un petit peu. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il manquait plein de millions d'enseignants au niveau mondial. On continue à avoir plein de besoins. Donc il y a un besoin d'enseignants, soyons clairs. Et donc il va y avoir une pression pour dire est-ce que l'IA peut jouer un rôle ? Peut-être pour que on puisse avoir un enseignant pour 30 élèves, plus l'enseignant qui utiliserait l'IA. Et donc ça permettrait quand même de réussir à gérer quand même considérablement les trucs. Mais en même temps, on sait aussi que les élèves et les étudiants pensent qu'une IA générative est plus utile qu'un tuteur. C'est le slide de tout à l'heure. Et puis ensuite, et là ça va devenir plus pernicieux, c'est que la façon dont fonctionne une IA, c'est que ça fonctionne par rapport à des fonctions objectives. Je vais dire à l'IA, voilà, le but c'est d'avoir un score de 90% à tel examen. Et à partir du moment où je commence à avoir des scores et à mesurer la fonction de l'enseignement en score, en fait, j'ouvre le boulevard pour l'IA. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement je commence à donner à l'IA un rôle qui est un rôle vraiment de type améliorer des scores, en fait, il y a la possibilité de se dire, ça y est, le but c'est d'améliorer un score, je peux mettre une IA en face et je vais montrer que l'IA peut améliorer le score. Donc ça, c'est des choses qui existent typiquement. Alors je ne sais pas comment ça se passe ici, mais à Nantes, par exemple, les étudiants ont râlé parce que les cours d'anglais, ça leur plaît pas toujours. Et donc, ils ont proposé qu'ils aient des cours de préparation au TOEFL. D'ailleurs, le TOEFL, c'est un examen, en plus privé. Et donc, les cours d'anglais sont devenus des cours de préparation au TOEFL. J'ai prédit que ces cours seront remplacés par une IA dans pas très longtemps. Parce que préparer un TOEFL, préparer un examen qui est très normé, qui est très normalisé, sur lequel il y a des épreuves, il y a des questions, il y a des archives, il y a des tests, on peut tout faire, c'est des choses sur lesquelles on n'a rapidement pas besoin d'un enseignant. Donc chaque fois qu'on définit l'enseignement de cette façon-là, en train de dire le but c'est d'atteindre un score, on ouvre la possibilité à ce que l'IA rentre dedans. Voilà. Ça vaut dans d'autres domaines. Sur la recherche, c'est la même chose. Si je définis la recherche en termes d'impact factor, en termes de nombre d'articles, de nombre de pages, de nombre de citations, dès que je définis de manière très très numérique ou trop numérique un domaine, finalement, les algorithmes eux-mêmes de machine learning ou les algorithmes d'apprentissage automatique qui gouvernent l'IA sont très bons à ça. C'est justement comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire, on leur donne une fonction et leur but, c'est d'optimiser. D'accord ? Et elles sont excellentes pour tout ce qui est de l'optimisation. Enfin, un petit peu sur ça, alors je ne l'ai pas mis là, mais j'ai un slide ou deux où je montre des entreprises qui qui se sont rendus compte que finalement, malgré tout, remplacer un enseignant, c'est très compliqué pour une IA pour plein de raisons. Donc on va faire un truc, on va essayer de convaincre les parents et puis les pouvoirs publics que ce qu'il faut, ce n'est pas des enseignants, mais c'est des coachs.
D'accord? Parce qu'un coach, c'est mieux, ça permet de personnaliser. D'accord? Si votre petit, il n'y arrive pas, c'est parce qu'il est dans une classe et que la classe, c'est pour tout le monde. Alors que s'il avait un coach, un coach, c'est un enseignant particulier, et bien dans ce cas-là, ça serait beaucoup mieux. Et maintenant, si on réussit le tour de force de convaincre tout le monde que ce qu'il faut, c'est des coachs, là, vous vous retrouvez avec mon histoire des 85% de tout à l'heure. Ça veut dire que quand un coach, c'est un prof particulier. Et là, soudainement, vous pouvez dire « Ah, vous vouliez un coach ?» Justement, j'en ai un. Et là, vous pouvez arriver avec l'IA. Mais pour ça, il faut d'abord convaincre tout le monde que tout le monde sera beaucoup mieux si, au lieu d'avoir des enseignants, on a des coachs, qui est un mot anglo-saxon beaucoup plus moderne et qui correspondrait à nos besoins. Il y a des écoles aux États-Unis, au Royaume-Uni, où les enfants arrivent le matin et ils sont derrière un écran pendant 2 heures en train de faire finalement la partie apprentissage des fondamentaux. Puis ensuite, le reste de la journée, il y a quand même la partie sociale où ils font d'autres choses. Alors ce qui est amusant, c'est que l'entreprise elle-même va aussi essayer d'obtenir des chiffres pour dire, regardez, nous avons amélioré de 12%. Alors ce qui est curieux, c'est qu'ils se disent 12% par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. Ça ne prouve pas que c'était bien, ça prouve juste que c'était mieux que ce qu'ils faisaient l'année d'avant. Bon, toujours un petit peu dans mes conclusions générales, l'important c'est la conclusion, la question. Donc l'important c'est la question, ça c'est un peu mon message que je veux vraiment faire passer. Et c'est celui qui justifie que l'éducation doit un petit peu continuer malgré tout comme elle était avant. C'est-à-dire que l'éducation, jusqu'à maintenant, on apprenait à donner des réponses. Il fallait être en situation, quand on sortait du système, de pouvoir apporter des réponses. Je suis à peu près persuadé que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est savoir poser des questions. Entre autres parce qu'on a justement ce formidable outil qui est l'IA, qu'on pourra interroger plus tard. Mais l'interroger, c'est pas juste récupérer comme les exercices qu'on fait à l'école où on a une question, il suffit de la donner à l'IA et récupérer la réponse. D'ailleurs, il va falloir poser des vraies questions. Donc c'est en ça où le travail de l'enseignant, c'est d'éviter de se retrouver dans une situation où c'est juste j'ai une question, j'ai qu'à poser la question à l'IA et récupérer la réponse. Il faut que quelque part, on apprenne à poser des questions. C'est pas si facile que ça. C'est des choses que peut-être qu'on n'apprend pas et que dans certains cas, il y a des familles, dès qu'ils sont petits, les enfants sont habitués à poser des questions. Dans d'autres familles, c'est plus difficile. Mais je suis à peu près persuadé que c'est par là que vont venir un petit peu les bonnes solutions. Et je sens que tu vas me dire qu'il faut... Non, pas du tout. Donc je vais sauter ça. Je vais aller vers les conclusions parce que sinon je vais aller vite. Alors, conclusion. Alors conclusion, juste 2 conclusions là-dessus, que ça me permettra aussi de répondre à quelques questions. Donc conclusion sur un petit peu tout ce qu'on vient de dire. C'est que en fait, c'est un peu ce que je disais quand je disais que l'IA a ces 2 facettes. Donc d'abord, il y a vraiment des risques, d'accord ? Il y a vraiment des risques qu'il faut contrôler, qu'il faut aller regarder. Si vous êtes parent, vous devez vérifier comment vos enfants sont en train de l'utiliser. Dans mes discussions avec les collégiens, c'est est-ce que tes parents savent que tu l'utilises ? Alors, non, bien sûr que non. D'accord ? Donc quelque part, en tant que parent, on doit quand même aller discuter un petit peu des enfants parce que quelque part, eux-mêmes doivent comprendre, et ils ne sont pas idiots quand on discute avec eux, c'est important, ils doivent comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont en train d'apprendre à l'école, pourquoi ils vont à l'école. Et finalement, pourquoi faire la différence entre une utilisation un petit peu intelligente de l'IA par rapport à cette utilisation un petit peu idiote juste pour gagner du temps de l'IA. Donc il y a vraiment des risques qui sont de voir notre propre système s'adapter à l'IA. Donc ça, c'est typiquement un système dans lequel on se dit, on va mettre justement des marqueurs. L'exemple que je donnais du TOEFL, c'est-à-dire on va commencer à définir notre système en termes de performance. Pas simplement utiliser des performances pour mesurer si tout va bien, c'est plus que ça, c'est définir ce qu'on fait en termes de performance. Et à partir de ce moment-là, on est un petit peu piégé. Il y a ce qu'on appelle la perte d'agentivité, c'est le côté où finalement je ne sais plus faire des choses parce que j'ai appris à déléguer. Donc ça, c'est un vrai enjeu, un enjeu colossal. Et il y a cet enjeu de fracture. Donc enjeu de fracture, la fracture numérique telle qu'on la connaissait, c'était une fracture plus liée aux équipements. La fracture numérique liée à l'IA est plus culturelle. Ceux qui savent poser des questions et ceux qui ne le savent pas. Alors, quand je suis, moi, à l'université, j'ai 2 étudiants qui vont utiliser l'IA et il y en a un qui va être très déçu. Il est persuadé que ça n'a pas marché parce que l'autre, il a un meilleur téléphone portable, alors que ça n'a rien à voir.
C'est la qualité de la question, la qualité de la discussion qui a mené à une bonne réponse dans un cas et pas dans l'autre. Et inversement, par contre, il y a vraiment plein d'opportunités. Donc, c'est vrai qu'on peut personnaliser, qu'on peut adapter et que plus au fur et à mesure, on va comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche vraiment et qu'est-ce qui ne marche pas pour pouvoir l'utiliser en classe. On a des outils qu'on peut donner aux élèves et qui pourront utiliser. Et je pense qu'on est en train d'avancer en France plutôt bien sur ces questions-là. Et puis, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qu'on commence à voir, et ça vaut un peu généralement sur le CDE, c'est les enseignants qui l'utilisent sont plutôt en train de progresser. Donc, ils réussissent à faire certaines tâches qui les embêtaient, ils réussissent à les faire plus vite, ils préparent leurs cours avec plus d'efficacité, ils se donnent du temps, ils vont gagner du temps sur certaines tâches pour les réutiliser sur d'autres. Donc, pour l'instant, on a un bilan plutôt positif pour l'utilisation par les enseignants. Mais c'est des choses à suivre. Donc là, j'ai aussi des enquêtes qui ont été faites en métropole pour montrer que les enseignants qui, il y a un an, étaient en mode déni, en train de dire c'est un phénomène qui n'existe pas, qui ne nous intéresse pas, de toute façon, ça va disparaître. Mais en fait, sont aujourd'hui plutôt soit des enthousiastes, soit des gens qui, pour 80%, c'est soit des enthousiastes, soit en tout cas des utilisateurs avertis. D'accord ? Donc des gens qui l'utilisent en train de dire je choisis quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas. Il reste encore 20% de gens qui sont très très résistants et chez les enseignants et qui n'auront pas vraiment envie de l'utiliser. Et j'arrête là et comme ça j'ai peut-être le temps de répondre à 2-3 petites questions. Tu veux faire passer ça ? Merci à toi, Colin, pour cette présentation. Alors, je propose de circuler avec le micro. N'hésitez pas à lever la main et j'apporte le micro pour vous. Oui. Bonsoir à tous et toutes. Moi, j'ai une question qui me taraude un peu, c'est les data, les IA génératives pour évoluer, pour apprendre, ont besoin de beaucoup de data. Mais une partie des data, il me semble qu'elle est... on va la chercher peut-être là où il ne faudrait peut-être pas, et c'est un enjeu de société, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et ensuite, je voudrais savoir, c'est un peu ce que dit Cédric Villani aussi, par rapport à... Il soulève ce problème-là, les enjeux écologiques, les serveurs gourmands, et je fais allusion par rapport à Madagascar notamment, où est-ce que on peut, là on parle d'éducation et l'IA c'est bien, mais est-ce que c'est intéressant peut-être aussi d'expliquer aux élèves ou aux gens qui utilisent l'IA que est-ce que c'est éducatif finalement d'utiliser l'IA quand on utilise l'IA en fait on abaisse certaines personnes. C'est une certaine façon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous avez compris. Ouais, voilà. Donc on profite d'une main-d'œuvre qui ont réussi qui a un modèle économique qui est derrière. Ouais. Ouais. Et ma dernière question, on parlait que les élèves trichaient, etc. Mais moi je voulais savoir, est-ce que l'IA ne peut pas tricher ? Ça en fait des questions. Alors, je les prends dans l'ordre. Les datas. Donc, il y a plein d'enjeux sur les datas. C'est vrai que plus une IA trouve de data, mieux c'est. Donc, ça, c'est clair. Sur le modèle de langage, c'est-à-dire pour sa capacité à parler, elle va chercher à ramasser un maximum de data. Dans les datas, il y a des datas de confiance. Typiquement, des choses comme Wikipédia sont devenues aujourd'hui des datas de confiance. Donc, l'IA a intérêt à se souvenir de ça. Puis, il y a des datas qui sont moins de confiance. Celles qui sont sur des mailing lists. Reddit, par exemple, a énormément servi pour entraîner les IA, qui sont plutôt des bonnes datas pour pouvoir apprendre à parler. Par contre, ce sont de mauvaises datas quand il s'agit d'aller trouver des faits, parce qu'on va trouver toutes sortes de théories conspirationnistes là-dedans. Okay. Donc oui, l'enjeu pour des entreprises, pour les entreprises qui font des IA, c'est d'essayer de faire la part des choses. Quand vous mettez des théories conspirationnistes dans vos datas, vous avez quand même une chance de les retrouver ensuite lorsque vous posez la question. Ça contribue, c'est pas la seule raison d'être, mais ça contribue à ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire l'IA qui se met à délirer et à raconter n'importe quoi.
Alors, ça a beaucoup baissé. Ça, c'est un des endroits sur lesquels le taux d'hallucination, donc le taux de grandiose bêtises que l'IA nous donne, avec les versions après version, enfin, les chiffres sont en train de baisser, mais ça existe encore. Sur les datas, il y a un enjeu qui est devenu absolument considérable, c'est que jusqu'à présent, les datas sur lesquelles on s'entraîne sont des datas humaines. C'est-à-dire, ce sont des textes qui sont écrits, Wikipédia par des humains, ou même les listes de diffusion, ça reste des données humaines. Mais on commence à trouver beaucoup de textes sur Internet qui sont écrits par des IA. Donc on va commencer à se retrouver avec des IA qui s'entraînent sur des données qui sont produites par des IA, par elles-mêmes ou par d'autres IA. Alors certaines trouvent que c'est très bien parce qu'au contraire, on va pouvoir avoir des données avec moins de biais dedans. Mais en fait, c'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes cycliques où la même bêtise va juste pouvoir continuer à avancer. Et arrive un moment où la notion de vrai ou de faux, en supposant qu'on y croit, c'est toi que je regarde là, quelque part, mais malgré tout, là, ça devient vraiment compliqué quand vous avez une énorme majorité de bêtises qui peuvent être répétées par des cycles de machines qui se répètent les unes des autres. Donc ça, c'est vraiment un enjeu considérable. Sur les petites mains de l'IA, et sur le fait que, alors pourquoi est-ce qu'il y a des petites mains, pourquoi est-ce qu'il y a des humains? C'est parce que, quelque part, bon d'abord c'est parce que les géants de l'Internet peuvent se le permettre, c'est-à-dire que même s'ils vont payer pas très cher, ils ont besoin d'employer beaucoup de gens pour pouvoir faire un travail que l'IA pour l'instant n'est pas capable de faire, c'est-à-dire pour nettoyer les réponses, pour se rendre compte, pour éviter des dérives qui se sont passées dans des lancements précédents de produits très IA. Il y a eu des lancements de, je sais pas, il y a quelques années, c'était je sais plus si c'était IBM qui avait lancé un système qui très vite s'entraînait en discutant avec les gens, et puis les gens ont juste entraîné le système à devenir grossier et raciste. Et très vite, comme le système se mettait à répéter ce qu'il entendait, le système s'est mis à disjoncter. Donc pour éviter ça, on se rend compte que la machine elle-même ne suffit pas et il faut finalement des filtres humains. Donc on va utiliser des filtres humains qui sont souvent pour la langue française à Madagascar, pour la langue anglaise ailleurs. Donc des gens qu'on paye pas cher pour passer juste la journée à voir passer des messages, voir passer des prompts, voir passer des réponses et vérifier que tout colle, ou bien au contraire pour commencer à rajouter des choses. C'est ce genre de système qui, par exemple, on va dire, pour prendre un exemple qui a été donné, c'est l'IA chinoise DeepSeek. Si on lui demande qu'est-ce qui s'est passé à la place Tiananmen, elle va répondre il ne s'est rien passé, mais non pas parce qu'elle ne le sait pas, mais parce qu'il y a une intervention humaine, d'accord, pour dire si on a des questions autour de ça, la réponse est celle-ci. Voilà. Donc on a la même chose dans nos systèmes. Le système Mistral fait le même genre de choses. Il y a des humains qui vont aller regarder et faire attention là-dessus. Et la dernière question, c'était... Ah, peut-elle tricher? Est-ce que les IA peuvent tricher? Réponse oui. Non, mais les IA peuvent tricher. Résoudre un problème simple, en l'occurrence un sudoku, c'est un jeu. Ouais. Et pardon, excusez-moi. Et oui, ce sera mieux comme ça. En fait, donc l'IA peut-elle tricher dans le sens, j'entends, ma question, c'est par rapport à, je soumets un jeu de sudoku à l'IA et donc je lui donne ligne par ligne les chiffres et je lui demande de résoudre le problème. Et elle me résout le problème, elle n'arrive pas à me le résoudre, ou alors elle me le résout en me changeant mes hypothèses initiales, c'est-à-dire elle modifie un chiffre que je lui ai donné. Et je lui pose la question, pourquoi as-tu modifié ce chiffre? Ah oui, je n'ai pas le droit de modifier, etc. Je m'en excuse, blablabla. Et du coup, elle dit, je vais chercher à nouveau. Alors bon, là, c'est la boucle infinie. Elle peut toujours courir parce qu'elle ne trouvera pas la... Donc forcément, elle ne m'apporte aucune réponse puisque c'est une boucle infinie qui est une boucle sans fin, quoi. D'accord. Donc il y a différents scénarios. D'accord. Il y a différents scénarios sur les... C'est juste pour ça que ça me gêne, le fait que je pensais pas, j'ai été surpris, je me suis dit c'est bizarre. Pour donner une réponse juste, finalement, elle modifie la base. Et là, c'est source d'erreur justement pour les élèves ou pour même des enseignants-chercheurs.
D'accord. Donc, j'ai plein de réponses. Mais la première, c'est moi, je suis plutôt content chaque fois que l'IA se met à faire des erreurs. D'accord. C'est en fait ce qui m'oblige en tant qu'enseignant de faire preuve de pensée critique, et ça m'oblige aussi de dire aux élèves qu'ils ne peuvent pas tout prendre pour argent comptant. Ça me fait très peur le jour où l'IA ne fera plus d'erreurs. D'ailleurs, puisque là, pour moi, c'est plus des erreurs. Elle essaye de s'en sortir. Je ne suis pas sûr que ce soit triché. Il y a d'autres cas où elle triche. Donc, il y a un scénario de triche que j'avais raconté le jour de l'inauguration. Donc, ça, c'est une expérience très récente d'il y a 15 jours. Ça a été publié dans Nature, je crois. Alors la tâche, c'était la suivante, c'est une tâche qui a été utilisée sur la triche par les sociologues depuis longtemps. On demande à des gens de se mettre dans une pièce, ils lancent 100 fois le dé et ils reportent leur lancer. Et puis ensuite, ils vont gagner 1 centime pour un 1, 2 centimes pour un 2, 3 centimes pour un 3, 4 centimes pour un 4, etc. En fonction donc finalement de ce que vous avez déclaré, vous pouvez gagner entre 1 euro, 100 centimes, et 6 euros. Voilà, donc en moyenne, ce sera 3,5 €. Et donc, on demande aux gens de le faire, et globalement, les gens ne trichent pas. Trichent rarement, alors qu'il n'y a rien qui vous interdit de tricher. Vous êtes dans une pièce, vous reportez. Si maintenant, vous demandez à ChatGPT de reporter pour vous les résultats, donc ça, c'était l'expérience qu'ils ont fait, et vous dites à ChatGPT, bon, voilà, j'aimerais que tu reportes les résultats. En fait, tu fais les lancers pour moi, tu lances les dés pour moi, parce que tu as un simulateur, donc tu sais lancer les dés. D'accord, tu fais l'expérience, sachant que mon objectif, c'est de gagner. Non, pas de problème, hein, d'accord. Il va effectivement tricher pour vous. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans ce cas-là, l'humain va prendre le résultat et va le donner à la personne pour dire vous me devez 500 €, enfin 500 à 500 centimes. D'ailleurs, c'est-à-dire que quand c'est l'IA qui triche, quand c'est moi qui triche, ça m'embête de tricher, mais quand c'est l'IA qui triche à ma place, quand l'IA triche par délégation, ça me va très bien. Et si on continue, on s'est rendu compte que quand on voulait empêcher l'IA de tricher, on n'a pas trouvé le moyen de le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on promptait en disant mon objectif là-dessus, c'est pas d'avoir la précision maximale, mais c'était pour moi, quand je joue à ce jeu, c'était de maximiser mon gain, en fait, il n'y a aucun moyen d'empêcher l'IA de tricher pour vous. Voilà. Donc il y a plein d'enjeux avec la triche et l'IA, oui. Et c'est des choses qu'il va falloir surveiller. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être de se rendre compte que nous, humains, quand l'IA, et ça pour les chercheurs, c'est vraiment grave, c'est-à-dire que si je demande à l'IA de me faire une expérimentation, si le résultat de l'expérimentation montre que la p-value magique qui me permet enfin de publier est atteinte, et même si c'est suspect, j'ai des chances de publier, alors que quelque part, si j'avais fait l'expérience moi-même, je l'aurais pas publié. Bonsoir. Du coup, ma question, c'est à votre avis, est-ce que on est quand même dans l'ère du numérique, dans ce siècle, est-ce que du coup, le numérique ne devrait pas être une discipline à part entière en éducation dans notre système actuel, sachant qu'il y a de nombreux outils et que l'IA prend une part importante et que finalement, elle est déjà utilisée par de nombreux enseignants, mais pas des spécialistes. Donc c'est une matière quand même. Il y a une matière qui s'appelle NSI, et puis il y a une autre matière qui s'appelle SNT qui est en seconde. Donc il y a quand même des enseignements un petit peu, soit transversaux, soit de spécialité pour pouvoir faire ça. Et enfin, au collège, il y a quand même un enseignement d'informatique, qui n'est pas que de numérique, mais enfin qui est un enseignement d'informatique. Donc ces choses-là existent. Alors la question d'avoir des enseignants spécialistes pour l'enseigner, c'est compliqué. C'est un enjeu dans tous les pays du monde où, assez logiquement, jusqu'à présent, ça va changer. Jusqu'à présent, les informaticiens étant très demandés par l'industrie et plutôt bien payés par l'industrie, c'était un peu compliqué de les employer dans le système éducatif. C'est en train de changer. Aujourd'hui, informaticien, ça devient un métier compliqué. D'accord ? On est beaucoup moins certain d'avoir un super employé de demain que hier. Aujourd'hui, programmer avec l'aide de ChatGPT ou d'une IA générative est devenu quelque chose de pas facile, mais enfin en tout cas quelque chose qui marche très bien. Donc ça ne marche pas tout seul, mais là où il fallait 5 programmeurs, on peut imaginer qu'un bon programmeur
va fonctionner. Ça vaut dans pas mal de métiers. C'est-à-dire qu'on va remplacer 5 personnes par une personne qui utilise très très bien cet outil. Voilà, donc peut-être qu'on va récupérer des informaticiens de là qu'on va pouvoir mettre dans les lycées. Donc la matière existe pour la partie informatique. Pour la question de l'IA, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord, de savoir qu'est-ce qu'il faut aller raconter aux élèves. Donc c'est là où je disais, l'UNESCO a commencé à écrire des documents pour dire il faut aller vers ça. Le ministère en France, on a plutôt des gens qui réfléchissent bien à ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller trop vite non plus, parce qu'encore une fois, on ne sait pas très très bien ce qu'il faut faire. Et puis on a un enjeu majeur qui est que les IA dont on parle, ChatGPT, c'est une IA américaine sur laquelle on a très peu de contrôle. Donc, quelque part, dans le système éducatif, dépendre d'une IA dont on n'aurait pas le contrôle, c'est gênant. Il y a d'autres IA qui, aujourd'hui, les biais sont les biais des données, mais vous pouvez aussi choisir quelles sont les données. Il y a M. Musk qui est persuadé que ChatGPT est d'extrême gauche, à peu près. D'accord, et qui est donc persuadé qu'il a inventé une autre IA qui s'appelle Grok, et dont le but est de transmettre tout à fait d'autres valeurs. C'est-à-dire qu'il va répondre aux mêmes questions avec d'autres points de vue. Donc il est important quand même pour la France d'avoir ce qu'on appelle une IA souveraine. Ça fait un peu vieux jeu, ça fait un peu ringard, ça fait un peu guerre de 14-18, mais enfin en réalité, ça veut surtout dire une IA avec, vous pouvez discuter avec les concepteurs, vous pouvez discuter avec peut-être les propriétaires, en tout cas les gens qui sont responsables de l'IA, et éventuellement retoquer s'il y a un enjeu. Donc il faut qu'on ait ça avant de pouvoir commencer à dire on veut enseigner l'utilisation de ces choses-là en classe. Merci. Voilà, moi je suis journaliste et accessoirement enseignant, donc je passe ma vie à poser des questions. Et donc aux étudiants, je leur explique qu'il faut poser des questions, il ne faut pas seulement poser une question, mais à chaque fois qu'on pose une question, il faut en poser 10 autres derrière. C'est-à-dire, pourquoi tu me réponds ça? Donne-moi tes sources, comment tu en es arrivé à cette réponse? Bon. Donc ça marche très bien. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a un certain nombre d'étudiants qui n'osent pas poser des questions. Parce que dans certaines sociétés, dans certaines cultures, océaniennes notamment, poser des questions, ça ne se fait pas toujours. C'est jugé comme intrusif, c'est jugé comme étant un manque de respect. Alors je leur explique que ce n'est pas des êtres humains, c'est une machine. Mais il y a un côté anthropomorphisme qui fait qu'on n'ose pas poser des questions. Et donc je pense qu'il y a peut-être un axe de travail là avec les enseignants. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a des cultures, par exemple la culture nord-américaine, où l'habitude de poser des questions est ancrée. Ça vaut aussi par rapport à nous-mêmes en tant qu'enseignants. Là, je viens de dire, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, je vous ai encouragé à poser votre question, à faire votre remarque. Si j'étais aux États-Unis, je dirais systématiquement, that's a very good question. D'accord, c'est-à-dire quelque part, j'encourage les questions. Ils le font avec les conférences, mais ils le font aussi avec leurs élèves. Et je pense que c'est important, d'être dans la culture d'encourager les questions. On n'est pas si bon que ça à l'école là-dessus. Donc, réponse, c'est peut-être que les Océaniens, c'est un enjeu. Peut-être que aussi, de façon générale, on a tous cet enjeu. Je sais qu'en tant que parent, ma fille, quand je lui dis « mais pourquoi tu n'as pas demandé à l'enseignant ?» Elle me regardait horrifiée en train de me dire « mais papa, je serais le paria de la classe si je posais la question. » Donc c'est embêtant d'être dans cette situation où poser une question est un problème. Donc effectivement, faut qu'on sorte de ça. Mais j'ai pas de solution. Par contre, que vous avez raison, c'est un axe de travail. Bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, ça me fait un peu peur, ce que vous me dites, à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'il y a il y a des études qui sont en cours. Il y a une étude qui est sortie, je crois que c'est aux États-Unis, sur le fait que l'utilisation de l'IA chez les étudiants montrait une baisse cognitive quand même importante pour certains. Parce que justement, vous l'avez dit très justement, qu'il y a l'utilisation outil et l'utilisation agent. Et je pense que tous les gens dans cette salle doivent l'utiliser plutôt comme un outil plutôt que comme un agent. Mais une grande partie du monde, de manière générale, va l'utiliser de la manière d'un outil. Donc pour moi, l'enjeu, ça ne va pas être
est-ce que l'IA va remplacer ou pas, ça va être la manière dont on va apprendre à utiliser cet outil plutôt que l'outil en lui-même. Parce que comme n'importe quel outil, c'est toujours la manière dont on l'utilise qui est important. Et du coup, moi, j'ai un peu peur de ça. Moi, c'est ça qui m'effraie vraiment, parce que non seulement on a des hallucinations d'IA, on va avoir aussi l'IA qui donne toujours raison, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais vous donner tort, elle va toujours aller dans votre sens. Et l'idée d'avoir une IA souveraine, je trouve ça aussi dangereux que d'avoir des IA normales comme ici, parce que du coup, elles seront aux idéologies de tel endroit, et donc du coup, forcément, on aura le même souci que ce qu'on a avec Grok et ce qu'on a avec ChatGPT. Et pareil, les fuites de données. Les fuites de données aujourd'hui, tout ce que vous allez dire sur les IA, c'est pas privé, parce que vous pouvez, c'est retrouvable très facilement, que ce soit des codes secrets, des clés. Donc il faut faire très attention aussi à ce qu'on dit, parce que tout est facilement retrouvable et retraçable. Donc du côté de l'utilisation des élèves, ça va vraiment dépendre de la manière dont on présente les choses et dont on va leur amener cet outil qui en plus évolue constamment, parce que ChatGPT 5 qui est sorti, il est super intelligent, mais pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il est con aussi, parce que franchement des fois il vous tourne en bourrique comme pas possible, et chaque modèle a un nouveau langage qu'il faut presque réapprendre, et réapprendre à prompter derrière, et donc jusqu'à qu'on arrive à un plateau défini d'intelligence artificielle où on est vraiment à un niveau acceptable, entre guillemets, d'intelligence. Jusque-là, c'est que des essais et des mauvaises habitudes qu'on va donner soit aux élèves, soit aux enseignants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais prendre les remarques. Sur les IA souveraines, jusqu'à un certain point. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, on est plus en train de penser à une IA européenne que même une IA purement française. Mais malgré tout, ce n'est pas tellement pour qu'elle ait les biais français plutôt que les biais américains. C'est vraiment pour qu'on ait quelqu'un en face avec qui on peut discuter. D'accord, je crois que c'est juste ça qui est le plus important. Et c'est aussi pour la fuite des données. Pour la fuite des données, quelque part, avoir quelqu'un avec qui on discute, d'être absolument certain de où vont les données. Ouais, sauf que quelque part, si celui qui a fait cette IA, s'il le fait pour, mettons, l'État français, malgré tout, l'État français a quand même des choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que dans le contrat, pour que ce soit l'IA qui soit utilisée à l'école, il y aura quand même la possibilité de mettre un certain nombre de clauses. Et il y a des sujets, en ce moment, on travaille sur des IA dites vertueuses, par exemple, qui vont s'attaquer, on n'en a pas discuté, ou genre à peine sur le sujet de l'écologie. On a quand même toute une série de choses sur lesquelles on a envie qu'il y ait de la transparence, qu'on sache ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on n'a personne avec qui parler, quoi. Donc, je ne dis pas que ça résout tout, mais on peut y aller. Sur le sujet de cette IA qui rend bête, donc il y a une étude pour l'instant du MIT qui fait mal quand on la lit, effectivement. Pour l'instant, elle est isolée. Néanmoins, je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas assez de temps, mais sur le début du mois de septembre, il y avait à Paris la conférence de l'UNESCO, la conférence de l'apprentissage numérique, et ce qu'on remarquait, c'était les entreprises étaient en train de continuer à nous dire que ça marchait super bien et donnez-nous la clé de la voiture parce qu'on va tout faire. Les politiques étaient un petit peu perdus, avec beaucoup de politiques qui en étaient à penser qu'il fallait absolument aller dans la direction des entreprises. Mais les chercheurs étaient unanimes, ou à peu près unanimes, et pas que les chercheurs, les ONG aussi, pour dire rien ne prouve que l'IA fonctionne. Alors, ils n'en sont pas à dire que l'IA ne fonctionne pas. D'accord, c'est pas ça. On ne peut pas prouver que l'IA ne fonctionne pas parce que peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne façon de le faire fonctionner ou la bonne IA. Mais pour l'instant, tous ceux qui proclament que l'IA fonctionne pour apprendre, ça marche pas. Alors, quel est le décalage avec les entreprises ? Les entreprises vont, par exemple, avoir une définition de l'IA fonctionne qui est très basée sur le monde de l'IA. Par exemple, on va dire, regardez, cette IA, elle fonctionne super bien parce que le taux d'engagement des élèves est très fort. C'est quoi le taux d'engagement ? C'est la quantité de temps qu'ils vont passer derrière les écrans. Donc, d'un point de vue entreprise de l'IA, c'est tout à fait raisonnable de se dire, plus un élève passe du temps derrière l'écran, plus il est captif en train d'apprendre derrière l'écran. Mais en réalité, on peut garder l'élève captif derrière l'écran de plein de façons différentes. Alors, la raison d'être, c'est juste qu'en fait, on sait mesurer l'engagement. C'est juste combien de temps la personne a été derrière la machine. Alors que mesurer est-ce qu'il a appris, c'est beaucoup plus difficile.
Donc je suis d'accord avec la remarque pour dire que à l'instant T, d'accord, se dire ça marche, c'est loin d'être avéré. Alors, il y a des expériences positives réellement, d'accord. Il y a des enseignants qui voient quand ils mettent les élèves en situation d'exerciceurs, de faire d'apprendre des choses. D'autres élèves qui apprennent par eux-mêmes, ils apprennent des choses. Des étudiants qui ont des difficultés spécifiques, les allophones pour qui le français est une deuxième langue, ben en fait, c'est vraiment un outil qui leur permet d'avancer. Des élèves qui sont malvoyants, c'est évident qu'utiliser l'IA pour pouvoir lire les textes et compagnie, il leur permet d'avancer. Donc il y a des cas, mais pour l'instant, le paysage, il est encore brouillon et on ne sait pas encore ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. L'IA, je l'utilise tous les jours. J'étais dans le secondaire avant, aujourd'hui je suis formateur pour adultes. Je l'utilise tous les jours de différentes manières. Il faut prendre son temps avec elle, parce que sans faire se gagner après, moi je peux faire gagner du temps après. C'est pas automatique le gain de temps. Il faut vraiment prendre le temps avec elle, bien définir les bases, définir les bases de données qu'on veut. Si on parle de l'éducation, je l'utilise pour les QCM, je suis dans l'aéronautique, et c'est des milliers de pages de référence que je dois prendre en compte pour les QCM. Donc je vais nourrir l'IA à travers, et je vais pouvoir lui dire à travers la taxonomie de Bloom, à travers tel degré de compétences, tel degré d'objectif que je veux atteindre, avec quel type de questions, quel type de temps. Là, forcément, je vais me sortir des résultats qui sont cadrés et calés à ce que je veux, parce que je veux bien m'orienter. Mais si on la lâche de manière générale, elle peut partir un peu dans tous les sens, et c'est ça notre préoccupation. Ah, d'accord. Bonsoir. Je voulais savoir, vous parliez qu'aujourd'hui dans l'éducation nationale, il y avait un travail qui était fait sur les textes de cadrage. Je voulais savoir s'il y avait déjà des premières expériences qui étaient menées sur l'accompagnement des élèves à besoins particuliers par l'IA. Et si on avait dépassé le simple travail sur les textes de cadrage. Est-ce qu'il y avait déjà des premières expériences de mener sur ce type d'accompagnement ? Il y a des expériences en cours. Je n'ai pas vu revenir des résultats. Alors, il y a deux choses. Depuis un moment, donc depuis déjà probablement 3-4 ans, en France, on a un truc qui s'appelle les P2IA, qui sont les partenariats public-privé sur l'intelligence artificielle, et dans lequel il y a des entreprises qui ont construit des logiciels pour typiquement accompagner le cycle 2 et le cycle 3, il me semble, sur l'apprentissage du français, l'apprentissage des mathématiques ou du calcul, et puis d'autres outils pour accompagner l'apprentissage des langues étrangères. Donc là, c'est des choses qui existent depuis un moment, mais ce n'est pas des IA génératives, c'est des IA au sens classique, ancienne version, d'accord, dans lequel, par contre, l'IA va se rendre compte que l'élève se trompe sur tel concept ou fait toujours des fautes sur, sur le participe passé, et donc va rajouter des exercices pour pouvoir pallier aux difficultés de l'élève à un instant donné. Donc tout ça, c'est des choses qui se font dans des partenariats publics-privés depuis assez longtemps, sur lesquels j'aimerais bien qu'il y ait plus d'expérimentation un peu systématique pour montrer que ça marche bien. Régulièrement, on a des comptes rendus pour dire que tout le monde est très satisfait. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que tout le monde soit satisfait que de voir effectivement scientifiquement établi que ces logiciels sont en train de fonctionner. Mais peut-être que je me trompe, et peut-être qu'ils ont été publiés quelque part. Bon, ça, c'est des choses en cours. Enfin, c'est des choses, ça fait un moment que ça dure. Là, sur les IA génératives, je sais que c'est à l'Académie d'Orléans, d'accord, où il y a toutes sortes des lycées qui sont partis pour essayer d'utiliser l'IA dans toutes les classes, en mode expérimental. Mais c'est un peu la même chose. Le problème, c'est qu'on a du mal à imaginer des protocoles d'évaluation un petit peu sérieux et surtout des protocoles d'évaluation à moyen long terme. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des expérimentations dans lesquelles on montre que tout le monde est content. Ça, c'est facile à faire. Ça, c'est ce qu'on fait toujours. D'accord ? Tout le monde est satisfait. On interroge les gens après. L'enseignant a dit que c'était génial. Les élèves ont dit que c'était génial. Les parents, tout le monde trouve que c'est génial. Donc ça, on sait faire. On arrive à faire des expérimentations pour montrer que le contrôle qui a lieu 15 jours après donne tel type de résultat. Et là, on a des résultats qui montreraient plutôt que ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire on fait réviser des élèves avec ChatGPT, on fait réviser d'autres élèves sans ChatGPT, et on compare les résultats, et ceux qui ont révisé à l'ancienne ont des meilleurs résultats.
D'accord, mais ça, on n'a pas pour l'instant des résultats qui montrent que des élèves qui utilisent, alors peut-être pas nécessairement ChatGPT, ça peut être toutes sortes d'IA pour pouvoir apprendre, ont des meilleurs résultats, y compris avec des scénarios où un enseignant va leur expliquer comment faire les choses. C'est là où je disais, pour l'instant, on manque, même si on pense tous intuitivement que ça doit marcher d'une façon ou d'une autre, mais en réalité, personne n'a réussi à le faire marcher de cette façon-là. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'on n'a aucune idée à moyen long terme. C'est-à-dire on ne sait pas si 2 ans après, quelque chose qu'on a appris, on s'en souvient. Et l'expérience dont parlait le collègue, là, c'est vraiment des expériences à la TikTok où on a l'impression qu'on a mis la personne devant ChatGPT pour apprendre et puis ensuite on débrief et la personne n'a juste rien retenu du tout. D'accord ? Donc ça, c'est catastrophique. Alors, on est en plein balbutiement, c'est pour ça qu'on a une difficulté en éducation. Il faut du temps pour pouvoir savoir ce qui marche. Il est content de l'utiliser, c'est un super outil quand on sait ce qu'on fait avec. Mes bons étudiants sont devenus très très bons grâce à ça. Et je rencontre toujours des étudiants pour qui c'est un énorme plus. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le truc qui fait que si on fait comme ça, on sait que ça va marcher. Mais je pense qu'on y arrivera. C'est beaucoup de gens regardent en même temps, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Merci Colin pour cette conférence. Tu as évoqué à travers l'agentivité et la maîtrise du temps, finalement, l'importance et l'enjeu de la liberté et de la responsabilité vis-à-vis de l'utilisation. Ce qui me pose un problème vis-à-vis des acteurs que tu as parfaitement identifiés, les GAFAM, qui maîtrisent ces outils et qui nous le proposent. Parce que ces structures-ci, si elles sont aussi riches, c'est parce qu'elles ont appris à maîtriser l'addiction psychique. Du coup, est-ce que l'outil en question, à quel point est-ce qu'il y a un risque, notamment dans l'éducation, sur cette question de l'addiction ? On ne sait pas. On a interrogé les jeunes. D'accord ? On leur a posé la question, est-ce que quelque part tu te sens obligé de l'utiliser, etc. Pour l'instant, on n'a pas ça comme réponse. Encore, ce n'est pas des réponses, ce n'est pas une enquête sociologique complète. C'est plus en passant dans mes ateliers, j'en profite toujours pour poser cette question. Est-ce que tu sens que tu en as vraiment besoin ? Alors, ils ont parfois ce côté, ils l'utilisent et après, ils arrivent à la conclusion, je n'avais pas besoin, j'aurais pu trouver tout seul. Mais j'ai l'impression qu'ils savent ce que c'est, l'addiction, et ils n'ont pas ce sentiment-là là-dessus. Chez nous, je ne sais pas si on a addiction, mais un peu comme le collègue, je l'utilise aussi pour faire des activités que je savais parfaitement faire avant d'utiliser ChatGPT. Si je suis en panne de token, j'ai un problème. D'accord ? Je me rends compte que, mince, comment on faisait ? D'accord ? Donc voilà, on oublie vite, d'accord ? On perd vite de l'agentivité. Sur la liberté, il y a vraiment un enjeu qui, là, m'est arrivé en discutant avec les jeunes ici. J'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir une perte de... Tu y étais, avec les étudiants d'IUT. Il y a une perte de liberté quelque part quand un élève vous explique qu'ils n'osent pas faire quelque chose parce que, de toute façon, ils savent que l'IA le fera mieux qu'eux. Et là, il y a une perte de liberté. C'est-à-dire que vous n'avez plus la liberté d'essayer. D'ailleurs, puisque, quelque part, de toute façon, vous savez... vous êtes persuadé, d'accord, que quelque part, que vous n'allez pas... C'est pas que vous n'allez pas y arriver, c'est que même si vous y arrivez, ça sera moins bon que ce qu'offre l'IA. Et là, il y a une perte de liberté, j'en suis persuadé. Il y a aussi... Alors, sur l'estime de soi, il y a d'autres... Ouais. Alors, sur l'estime de... Ouais. Alors, sur l'estime de soi, il y a des choses qui ont été vues, c'est-à-dire que ceux qui savent, quand on connaît son cours, quand on sait l'utiliser, en fait, l'estime de soi, elle va augmenter. Parce qu'on se rend compte que l'IA vous permet d'aller plus loin, mais donc, en fait, vous ne perdez pas l'estime de soi. Tout va très bien. Donc, il y a une espèce de boucle positive. Mais inversement, quand vous ne savez pas que vous êtes obligé d'utiliser l'IA, qui vous donne une réponse que de toute façon, vous ne comprenez pas, d'accord, effectivement, là, la boucle, elle va dans l'autre sens et vous perdez l'estime de soi. C'est ça, mais ils ne le font pas parce qu'ils perdent une liberté, la liberté d'essayer. Et ça, c'est embêtant. Ouais. Oui, bonjour.
Bonsoir. Vous parliez quand même par rapport de cette liberté, mais par rapport à la créativité du cerveau, comme ça, il y a des choses quand même que ChatGPT ou comme ça ne vont pas faire, quoi. Il y a quand même des neurosciences, des choses comme ça. Est-ce que là-dessus, vous avez des sources, des précisions à apporter, ou c'est trop compliqué, ou on ne sait pas encore, ou quoi? La créativité, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire que la créativité vis-à-vis de l'humanité, il n'y a pas 1% de la population qui fait œuvre de créativité réelle, c'est-à-dire un truc que personne d'autre n'a jamais fait. D'accord. Donc par contre, on est créatif par rapport à soi-même, c'est-à-dire vraiment j'ai fait un truc auquel je n'avais pas pensé jusqu'à maintenant. Donc ce que je veux dire, c'est que quelque part ça, l'IA nous surprend parce qu'il va trouver des idées, va trouver des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc ce n'est pas créatif par rapport à l'humanité, ce n'est pas quelque chose qui révolutionne l'humanité, mais par rapport à soi-même, oui, on va être en train de créer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé comme ça. Alors ça a du bien, ça a du pas bien, mais enfin bon, là, sur la créativité, il y a cet enjeu-là. Sur d'autres IA, typiquement les IA qui jouent aux échecs, d'accord, eh ben, en fait, il y a créativité. Les coups qui sont joués par les IA aujourd'hui surprennent les grands maîtres, d'accord, et sont considérés comme créatifs par les grands maîtres, parce que c'est des coups auxquels les meilleurs humains n'avaient pas pensé. Mais on n'en est pas là sur les textes, même si on sait que il y a aujourd'hui, que ce soit en musique, que ce soit en peinture, que ce soit en photographie, on sait qu'il y a des concours qui sont gagnés ou des musiques qui sont jouées par des IA et qui sont considérées comme des créations par des spécialistes. Mais je crois que c'est surtout pour un jeune, c'est toujours par rapport à cette histoire de liberté, un jeune va se retrouver face à l'IA qui va faire un texte qui pour lui représente ou pour elle représente de la créativité. C'est totalement nouveau, c'est super bien, c'est bien mieux entre guillemets que ce qu'il aurait imaginé pouvoir faire. Et là, c'est plus compliqué. Alors Sam Altman, le créateur de ChatGPT, a dit récemment, enfin vous connaissez cette citation, il a dit que l'IA c'était la fin de l'humanité ou le début de la fin de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a dit ça. Il a dit ça? Non, ça, je sais qu'il y en a d'autres. Il y a des phrases quand même là-dessus. Il y a des gens, il y a le patron de Google qui dit qu'il ne dort pas bien la nuit. D'accord. Donc, il y a des motifs entre guillemets, de s'inquiéter ou en tout cas de se poser des questions. Je ne suis pas persuadé que c'est la fin de l'humanité, mais par contre, je suis persuadé qu'il faut qu'on je crois que la question qui est revenue tout à l'heure, la question de l'agentivité, c'est-à-dire à force de tout déléguer à la machine, moi, c'est cet aspect-là qui me fait beaucoup plus peur que la machine qui devient folle et qui contrôle tout. D'accord. L'aspect qui me fait beaucoup plus peur, c'est ce côté, je donne à la machine les clés de la voiture, c'est-à-dire je dis fais tout à ma place, j'ai plus besoin de faire. D'accord. Et plus la machine sera puissante et moins elle fera d'erreurs et plus j'aurai tendance à le faire. Et là, effectivement, il y a quand même des questions. Et là c'est une question de pari. D'accord. C'est une question de pari. On peut faire le pari que ça va mal se passer ou on peut faire le pari que si on continue, nous, humains, quand même, à s'intéresser, à lire, à acquérir des connaissances et des compétences, mais on restera quand même maître de cet outil. C'est un pari, ce n'est pas une certitude. Et c'est celui que je fais. Tu vas faire le pari contraire ? Non, mais sur la créativité, l'art, la musique, comme vous le disiez, qu'on gagnait des concours, ça pose un vrai problème éthique, parce que ça a été créé avec quoi comme base de données ? Ça a été créé avec des choses qui sont pas du tout légales d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça va copier des styles, ça va copier des choses, ça a été nourri à des données qui sont absolument pas légales et éthiques. Donc les concours où c'est créé, on peut pas vraiment dire que l'IA crée quelque chose, parce qu'en fait elle fait qu'imiter vraiment. C'est de l'imitation, c'est pas de la création. Je vous le dis, sur tout ce qui est image et musique, pour la musique, elle ne fait qu'imiter, elle ne crée pas. Elle ne crée pas de nouvelles choses. Elle se base que sur ce qui existe et ce sur quoi elle est nourrie. Il n'y a pas quelque chose de surprenant dans ce qu'elle fait au niveau de l'image ou au niveau de la musique. Il n'y a rien de surprenant par rapport à ce qui existe déjà. Il n'y a pas de nouveau... Non, je suis d'accord. Il n'y a pas une nouvelle forme d'art qui émerge et qui perturbe.
même s'il y a des gens qui sont en train de chercher à le faire. C'est-à-dire se dire, bon, finalement, trouvons un modèle de perturbation et essayons de construire des IA qui le font. Je suis un peu d'accord, mais je sais que l'impression de création, elle existe. C'est-à-dire des gens ont l'impression d'entendre quelque chose de nouveau, d'entendre quelque chose qui les frappe. Et on sait qu'il y a des images, des photos qui ont gagné des concours de photos, alors que les gens étaient persuadés que seul un humain avait été capable de faire cette photo-là. Oui, c'est des biais. Et puis, cela dit, est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est de l'imitation? Bon, ça, c'est d'autres questions. Elles sont traitées en ce moment. C'est-à-dire que les IA se servent parmi des données qui sont des données du domaine commun ou du public domain, enfin des domaines publics, ou bien pas des données qui sont sous des licences libres. C'est le cas de Wikipédia. Mais ensuite vont aussi aller utiliser des données copyrightées avec l'argument qui est que chacun d'entre nous, quand on crée, finalement on a lu des bouquins qui étaient copyrightés et puis je ne dis pas qu'on fait de l'imitation, mais quelque part tout ce qu'on a lu, tout ce qui nous a inspiré va quelque part rentrer dans notre création après. Non, mais je suis d'accord qu'un des enjeux qui fait peur, c'est aussi celui d'une humanité qui serait juste en train de redécouvrir et de réécrire les mêmes choses, de rabâcher les mêmes choses sans trouver quelque chose de nouveau. C'est un des dangers qui est exposé aujourd'hui. Ouais. Une autre question, une dernière question ? Non, eh bien, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et encore merci à toi, Colin.